Bienvenue à Saint-Christol-les-Alès, où la commune organise avec l'association Agir 30 pour la 6e année consécutive, au cours de la 14e semaine internationale pour les alternatives aux pesticides, un week-end de projection, conférences, expositions, dans ce but donc d'alternatives aux pesticides. Le samedi soir, nous avons une projection d'un film de Kevin Garot, Comment nourrir l'avenir? Il s'agit de se poser la question, comment nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050, dont cette projection sera suivie d'un débat avec l'assistance. Ensuite, dimanche matin, après l'accueil café, bien entendu, bio, nous avons une première conférence, comment nous détoxiquer des pesticides, avec Leïla Saouli. D'adaptation à l'environnement. La première, c'est notre état nutritionnel. L'état nutritionnel de notre organisme va être un des éléments clés, un des piliers de notre adaptation. Donc nutriments et réserves. Le deuxième pilier, l'état des émouctoires de l'organisme, ce sont nos stations d'épuration. Et troisième point, les capacités d'adaptation de notre organisme. Donc Madame Saouli, vous avez fait la première conférence de ce matin sur comment nous détoxiquer des pesticides. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce que vous avez évoqué dans les effets cumulatifs des toxines? Oui, donc dans cette région, dans le Gard, nous sommes surtout soumis à des pesticides qui sont liés à l'agriculture, dont le glyphosate. Et nous sommes la deuxième région de France qui utilise les glyphosates. L'impact sur la santé, il va être à long terme. C'est ça qui est difficile à mesurer. C'est-à-dire que il y a une accumulation dans le temps qui se fait, et faire le lien entre les produits et les problématiques de santé est difficile, mais il y a de plus en plus d'études qui se font avec cette perspective maintenant. On le voit bien, les conséquences sur tout ce qui est neurologique, cognitif, apprentissage. Voilà. Et il y a d'autres pathologies comme toutes les pathologies cardiovasculaires, respiratoires, cutanées, l'asthme. On voit que au niveau des enfants, le taux d'allergie est beaucoup plus important et que les enfants ont des pathologies allergiques beaucoup plus tôt, de plus en plus jeunes. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de trois points qui articulaient votre conférence. Ces 3 points, donc, est-ce que vous pouvez en parler, les fameuses 3 clés? Alors effectivement, j'ai voulu aborder cette conférence sous cet angle-là et pas uniquement l'alimentation, parce que ce qui est important pour moi et ce que j'essaye de faire véhiculer au niveau des conférences que je propose, c'est que si l'on comprend comment notre corps fonctionne, on peut être en capacité de s'adapter et de réagir correctement à notre environnement. Et les 3 clés, c'est donc l'état nutritionnel, notre manière de nous alimenter, nos réserves en nutriments. Et là, évidemment, si je résume sur cette partie-là simplement, c'est que nous avons en Europe une alimentation trop riche en protéines animales, 70% d'une consommation de protéines animales, alors qu'on devrait être sur des taux de 20%, 30 à 20%. Et c'est ce qui fait que la répartition des repas, c'est ça, en fait, si on veut revenir à concrètement comment on fait, dans notre assiette, on doit avoir 80% de fruits, de légumes et d'oléagineux, de noix, noisettes, de baies, et 20% uniquement soit des protéines animales ou des céréales. En fait, les 20%, ça peut pas être et les protéines animales et les céréales. Donc c'est important de comprendre qu'on a à revoir complètement notre assiette. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier point, l'état nutritionnel. Le deuxième point, je vais parler de nos émonctoires. Ce sont nos stations d'épuration. Cela paraît évident quand on regarde le paysage d'une ville, tout simplement. La ville, elle produit et elle émet des déchets. Et il y a des stations d'épuration pour traiter. Eh bien, notre organisme, c'est exactement pareil. On a plusieurs stations d'épuration, le foie, l'intestin, les poumons, le rein et la peau en dernier lieu, qui sont là pour protéger, pour remettre en état notre corps, pour nettoyer
C'est en fait c'est physiologique, c'est naturel, et on ne nous a pas appris à prendre soin de ces émonctoires. Et le fait de trop manger sature nos émonctoires. Et nous devons apprendre non seulement à réduire, comme je l'ai dit, le choix des aliments, mais aussi apprendre à nettoyer en faisant des pauses simplement, par le jeûne, par des monodiètes, voilà. Et le dernier point, c'est la complexité de l'être humain, c'est son système adaptatif qui est en fait le système nerveux, le système endocrinien, le système immunitaire. Mais quand j'écoutais la conférence suivante, c'est la complexité de la vie et de la nature. Donc tous ces éléments-là, ce troisième point, les systèmes adaptatifs, vont être des signaux quand on a des migraines, quand on a mal à la tête, quand on a des problèmes de concentration, quand on a des douleurs articulaires, quand on a des problèmes de défense immunitaire. Ça, c'est pour dire attention, je suis dans un environnement qui ne me convient pas. Il y a besoin de réévaluer les choses. Et pour ça, il faut savoir se poser, laisser un temps de repos, se poser et réadapter son environnement, son alimentation, son mode de vie. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Mais quand on a pris cette conscience-là, on a pris cette mesure de l'importance à la fois de s'observer, ça va permettre aussi d'avoir un impact sur notre environnement complet. Voilà. Vous les avez évoqués il y a un instant, les signaux qu'on peut repérer quand notre corps est trop malade, quand il y a trop de toxines. Quels sont ces signaux les plus significatifs, les plus évidents qu'on pourrait prendre en compte? Alors, ça, c'est toujours la question qu'on me pose. Alors, je réponds, en fait, chaque personne est unique et singulier. Donc, vous allez réagir en ayant des maux de tête, monsieur en ayant des douleurs musculaires. Chacun a une réponse particulière et un point faible. Donc, c'est pas moi qui ai la réponse, c'est vous. Et c'est en apprenant à vous observer, en vous disant, ah oui, mais moi j'ai tendance à avoir souvent des migraines, par exemple. Ou une autre personne va dire, ah mais moi j'ai tendance à avoir des crampes ou des acidités. Et c'est ça qui va faire que vous allez comprendre vos propres signaux d'alerte. Nous avons des expositions, un apiculteur qui est un autodidacte, Philippe Cagnac. Où et comment travaillez-vous? Parlez-moi de votre rucher. Alors mon rucher est un rucher sédentaire. Je ne suis pas sous les mêmes conditions qu'un apiculteur professionnel qui lui a une notion de rentabilité. Moi je suis à la retraite et ce que je veux c'est respecter l'abeille dans son ensemble. C'est-à-dire que j'ai un rucher avec des petites ruches, des ruches oirées. Ça permet de travailler à toute petite échelle. Elles sont pas hyper productives, mais il n'y a pas de produits intrants à faire venir, ni de cire à acheter, ni d'extracteur à avoir. On peut produire un miel vierge, c'est un miel hors commerce, on le trouve pas. Et c'est ce qui est intéressant, c'est un miel de très haute qualité qui a conservé vraiment toutes ses propriétés. C'est ce qui m'intéresse, même s'il y en a beaucoup moins, c'est ce qui m'intéresse à faire. Où tenez-vous votre rucher, si c'est pas indiscret? Dans le fond de mon jardin. Voilà, donc il est à la maison. Voilà. Il est protégé, à l'abri, il y a des clôtures pour empêcher les animaux de venir ou des indélicats qui s'approcheraient pour bousculer un peu les ruches, par exemple. Voilà. Installer et entretenir des ruches, en quoi la démarche est-elle plus militante qu'individuelle? Alors, la démarche est militante parce que ce type de ruche permet de faire un partage avec l'abeille. Je leur offre un habitat et une protection solaire pour qu'elles soient à l'idéal. Si la saison est très bonne, elles vont produire un excédent de miel. Elles ont besoin de 2 éléments pour pouvoir passer l'hiver. Avec un élément et demi, elles pourraient aussi survivre. En leur laissant 2 éléments, c'est tranquille. Tout ce qui est au-dessus, si les en font 3, 4, mais ce qui est au-dessus, ça peut être pour moi. Si, comme il y a 2 ans, il y a eu une très grande sécheresse, elles ont reconsommé le miel qu'elles avaient fait au printemps, automatiquement, ça reste que pour elles et j'ai pas eu de miel. C'est vraiment une notion de partage. Alors ça, c'est des ruches oirées. C'est autoconstruit en bois de palette, donc c'est tout du recyclable. J'ai mis une petite vitre à l'arrière de la ruche avec un volet. Ça me permet de voir, quand elles construisent sans ouvrir la ruche,
quand elles ont construit au milieu de l'élément d'en bas, ça veut dire qu'elles ont besoin d'avoir un espace. Donc je relève tout l'ensemble sans ouvrir la ruche. Je relève tout l'ensemble, je rajoute un élément sur le plancher. Et je peux en rajouter 3, 4, 5, ça dépend de la saison, s'il y a beaucoup de miel. Voilà. Et elles ont besoin de 2 éléments pour passer l'hiver. Donc tout ce qui est au-dessus, ce sera pour moi. Vous pouvez nous expliquer ce concept de piégeage des frelons asiatiques que vous avez fabriqué ici? Je prends ce piège, je le déplace à peu près à une dizaine de mètres de la ruche, dans la trajectoire des frelons. Au lieu de mettre du miel, je vais mettre une tête de poisson frais dans le piège. Je laisse le couvercle enlevé pendant 3 jours. Les frelons vont venir rentrer, prélever du poisson et l'amener dans leur nid. Et automatiquement, il y a de plus en plus de frelons qui vont venir trouver la source de nourriture. Au bout de 3 jours, je mets une tête neuve, toute fraîche, dans le piège. Je pose le couvercle comme ça. Et le piège est amorcé. Les frelons connaissent le chemin, ils ont averti toute leur colonie que c'est là qu'il y a à manger. Donc ils viennent, ils rentrent par les cônes, ils ne peuvent plus ressortir. Les guêpes, les mouches peuvent rentrer et sortir comme elles veulent. Donc c'est vraiment sélectif, ça ne prend que des frelons au printemps, des fondatrices, et en juillet, août, septembre, octobre, c'est des frelons qui sont là pour faire la prédation directement des abeilles sur la ruche. Ils se font prendre à la... Vous pouvez nous parler un peu de tout ce que vous pouvez vous subir en ce moment? Alors en ce moment, je subis les problèmes de pesticides. Ça, c'est en début d'année. Je subis aussi les problèmes avec le frelon asiatique, la pression du varroa, qui est un parasite qui a été importé par les apiculteurs en 1982 et qui est toujours pas éradiqué malgré tous les produits chimiques qu'ils peuvent mettre dedans. Il y a des méthodes plus propres, plus respectueuses de l'abeille, sans produits chimiques. On peut faire un transvasement intégral des abeilles en abandonnant le couvain et toutes les cires et les varrois qui sont dedans au moment du cycle d'expansion du varroa. Ensuite, nous avons Daniel Guéral qui vient de Montpellier, qui va nous parler donc du bilan actualisé d'une dépendance de plus en plus considérée comme insoutenable pour notre agriculture et quelle piste pour sortir donc de cette agriculture qui est dans une impasse. Effectivement, l'agriculture conventionnelle productiviste n'est plus la solution, il faut trouver autre chose pour arriver à une agriculture donc, qui soit conforme un petit peu à ce que nous désirons tous. Je vais essayer de vous présenter des résultats de la recherche actuelle concernant ces pesticides, avec une première partie donc, qui sera une introduction dans laquelle je présenterai ce que sont les pesticides. Donc c'est l'aspect définition. Ensuite, présenter les bilans qualitatifs et quantitatifs les plus récents de l'utilisation des pesticides en France, en ciblant évidemment préférentiellement notre région. Les limites actuelles concernant le dosage de ces pesticides dans l'eau, et peut-être aussi pour ceux qui ont assisté au film qui était présenté hier soir. En fait, on est tous concernés dans l'abandon des pesticides parce qu'en fait, les pesticides sont utilisés pour satisfaire, non pas nos besoins, mais pour satisfaire une offre. Donc on produit beaucoup trop et évidemment, ça a des conséquences néfastes sur l'environnement, sur la santé des consommateurs et aussi, ce que je vais vous montrer, des producteurs, puisqu'effectivement, le monde agricole, maintenant, a les conséquences de cette utilisation massive des pesticides et ça joue véritablement sur leur santé. Vous avez évoqué une étude dans la conférence que vous avez même bien détaillée sur des agriculteurs avec des tests assez spécifiques, 8 tests. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ici et développer donc les résultats de cette étude? Alors l'étude donc a été réalisée en 2003 et les conséquences et les résultats ont été vraiment très très marqués. Donc en 2003, ils se sont intéressés donc au problème de viticulture dans le Bordelais. Et en fait, les chercheurs ont sélectionné 3 lots de personnes. Des viticulteurs qui sont en contact direct avec le produit, alors soit ils l'aspergent, soit ils préparent le produit pour l'aspersion, soit ils nettoient les cuves qui ont servi à l'aspersion. Un autre lot de personnes qui sont en fait en contact indirect avec ces pesticides,
qui travaillent dans la vigne pour couper en fait les sarments. Donc à cette période de l'année, il n'y a pas de traitement phytosanitaire, et ils ont pris un lot témoin donc de personnes de même âge, vivant dans le même contexte géographique, et qui a priori n'avaient aucun contact avec la viticulture et donc l'usage des pesticides utilisés en viticulture, et ils ont pris en fait des forestiers. Donc ces 3 populations ont été soumises à 8 tests, et des tests qui sont classiquement utilisés pour déterminer les degrés de démence mentale liés à l'âge ou liés à Alzheimer. Donc c'est des tests de mémorisation, de spatialisation, d'activité de vitesse gestuelle. Et les résultats ont démontré que systématiquement les viticulteurs utilisant donc en permanence depuis plus de 20 ans des pesticides avaient en fait des capacités intellectuelles et cognitives plus faibles, que ceux qui avaient une utilisation moins fréquente de ces pesticides, donc qui travaillaient sur simplement la vigne sans que le pesticide soit présent, avaient une situation intermédiaire, et que la population témoin, donc de forestiers travaillant dans les Landes, avait en fait des capacités intellectuelles cognitives supérieures. Donc évidemment, ça a interpellé, on a regardé s'il n'y avait pas de biais. Donc on a considéré en fait tous les paramètres à partir d'enquêtes démographiques et de questionnements, les pratiques alimentaires, si les gens fumaient, s'ils buvaient de l'alcool, s'ils prenaient des médicaments, et systématiquement ces molécules qui sont pas très bonnes, de tabac, d'alcool et tout, donnaient des résultats inférieurs, mais systématiquement, plus les gens étaient en contact avec les pesticides, plus leur performance était mauvaise. Donc il y avait des hommes, il y avait des femmes. Globalement, les échantillonnages étaient vraiment très bien faits, et la grande astuce, c'était en fait de prendre le recensement des viticulteurs et des activités annexes en 1975 et de ne considérer que les viticulteurs encore en activité en 2000. Donc on était sûr que cette population exposée, moyennement exposée ou pas exposée, était en fait un échantillonnage représentatif, et c'est certainement l'une des expériences, l'un des travaux qui a été fait en association entre des gens de sciences sociales et des gens de la médecine, qui a contribué le plus à l'émergence des programmes éco-phyto et tout, parce que c'est complètement impensable que finalement ces gens qui ne font que leur travail finalement se retrouvent avec une capacité intellectuelle plus faible, quoi. Et quand ensuite plus récemment on a regardé, on s'aperçoit que dans cette population de viticulteurs, la mortalité est plus précoce, la compréhension se dégrade plus vite que chez les autres, et a priori, il n'y a pas d'autre interprétation possible que l'utilisation. Alors, à la fois avec eux, donc c'est ça qui est aussi certainement une cause de problème, la combinaison, quand je parlais d'effet cocktail tout à l'heure, la combinaison à la fois d'antifongiques, contre le mildiou, contre toutes ces maladies qui touchent la vigne, et d'insecticides pour tout ce qui était... Donc, dans le corps humain, ces molécules se bioaccumulent, elles sont pas très concentrées, et puis en fait, c'est un effet de seuil. On n'a rien, et puis d'un seul coup, pouf, on a quelque chose, quoi. Et donc il y a une forte consommation d'antidépresseurs actuellement chez donc les vieux viticulteurs. Et c'est en fait, pas une maladie professionnelle, mais on n'en est pas loin, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents types de pesticides qui existent et leur proportion d'usage en France ? Alors les pesticides, il y a énormément de molécules qui sont utilisées. Donc globalement, en fait, on peut les définir en fonction de leur fonction. Donc il y a tout ce qui est herbicide, qui a pour but en fait de se débarrasser de toutes les adventices. Il y a les insecticides qui, par définition, donc ont pour objet de lutter contre les insectes, et il y a les fongicides, donc qui sont pour tout ce qui est lutter contre les champignons, donc qui sont relativement agressifs dans certains types d'agriculture, en particulier la viticulture. Et puis il y a en fait tous les autres qui représentent aussi pas mal de molécules de types différents, qui peuvent agir sur les escargots, les limaces, les nématodes du sol, qui sont toutes des molécules actives et qui en fait affectent la croissance de l'espèce dont on veut se débarrasser. Et le fait que ce soit des molécules actives, en fait, se traduit aussi parce que
la diversité de la vie est pas si énorme que ça. Si c'est actif sur certains organismes, c'est aussi souvent très actif sur d'autres. Alors évidemment en termes d'environnement et indépendamment de l'environnement aussi dans l'homme qui vit dedans, quoi. Donc le fait que ce soit des molécules actives, c'est quand même relativement inquiétant. Elles ont été choisies, sélectionnées et faites pour être actives. Et on a souvent complètement oublié les phénomènes de rémanence, donc la durée de vie dans les sols, et les effets cumulatifs. Nous avons ensuite une pause déjeuner avec possibilité donc d'une restauration bio, avec un producteur qui nous propose donc une salade végétarienne bio. Il s'agit de green aubergine, avec également donc des galettes. Enfin, il y a toute une palette de produits bio qui nous sera proposée. L'après-midi, nous avons d'autres conférences avec Eva Fiolet qui va nous dire comment différencier le bio du non-bio. À l'heure actuelle, dans beaucoup de magasins, beaucoup de marchés nous proposent donc des produits bio. Est-ce que vraiment c'est du produit bio? Comment les reconnaître? En fait, tous les opérateurs, ce qu'on appelle opérateurs, ce sont les préparateurs, les transformateurs, les distributeurs, les détaillants, les importateurs, toute personne qui commercialise des produits bio, qui a une activité dans le bio, donc on les qualifie d'opérateurs, ont l'obligation de s'inscrire sur ce site officiel qui s'appelle l'agence bio. Donc voilà. Donc agence bio, c'est pour dire agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Donc voilà, ça référence du coup l'ensemble des agriculteurs préparateurs. Si vous voulez savoir si voilà telle personne est-ce qu'elle fait vraiment du bio ou pas, bah, vous allez sur le site, vous tapez son nom et vous vérifiez. Donc je vous montrerai par la suite comment retrouver si une personne ou pas fait du bio. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que fin 2017, il y a 1,745 millions d'hectares engagés dans le bio. Donc cela représente 6,6% du territoire agricole français. Donc il y a environ 54 044 opérateurs certifiés. Donc ces 54 000, parmi eux, il y a 36 691 producteurs, 12 286 transformateurs, 4 783 distributeurs et 284 importateurs. Donc une grande majorité de ce qu'on appelle transformateurs. C'est ceux qui, dans les industries, transforment les produits. Donc on a différentes matières premières, on obtient un produit final. Vous avez fait une conférence sur la différenciation entre le bio et le non bio. Vous pouvez un peu aborder les grandes lignes de cette conférence ? Oui, alors en fait j'ai voulu sensibiliser toutes les personnes à ce qu'ils puissent reconnaître en fait l'étiquetage bio, parce que je me suis rendu compte que souvent l'étiquetage était mal compris sur les obligations au niveau de l'étiquetage, des mentions en dessous. Donc voilà, dans les grandes lignes j'ai abordé ça sur les étiquetages, sur les organismes de certification, sur l'obligation de s'enregistrer à l'agence bio, ce que c'était l'agence bio, que ça reprenait l'ensemble des opérateurs, que ce soit préparateurs, transformateurs, distributeurs, détaillants et importateurs. Et ensuite j'ai montré quelques étiquetages, on a fait un petit quiz et dans l'ensemble, voilà, j'ai un peu sensibilisé par rapport à ça, à ce que c'était exactement le bio et le logo du bio et également les autres labels. Vous aviez parlé des démarches tout à l'heure. Alors il y a engagement, certification, contrôle. Vous pouvez en parler un peu ? Alors, en fait, une personne qui veut passer au bio a deux contrôles. Il y a deux contrôles qui ont lieu, un contrôle annuel et un contrôle inopiné, en fait, un peu le contrôle surprise. Et donc pendant ce contrôle-là, ils sont préparés à préparer tout ce qui est facture d'achat, tout ce que je disais tout à l'heure, avec la vérification de la comptabilité. Et ensuite, le contrôle inopiné, ça permet de vérifier aussi sur le terrain de la bonne réalisation, qu'il n'y ait pas de triche au niveau des mentions, de l'utilisation des bonnes mentions, si c'est bio, si c'est bien mettre le bon logo, si c'est en conversion, ne pas tricher, ne pas mettre un logo bio alors que c'est en conversion vers l'agriculture biologique. Et voilà, les contrôles en fait concernaient surtout ça, une vérification au niveau des bonnes pratiques et du respect des deux règlements, notamment européens. Après, notamment, il y a une vérification aussi sur certains produits, par exemple pour la levure, si elle n'est pas bio, est-ce qu'elle est bien sans OGM? Donc, il faut aussi une fiche technique qui prouve que c'est sans OGM, et également sans traitement d'ionisation. Donc, il y a différents éléments comme ça à prendre en compte. Après, la vérification qu'il n'y ait pas d'additifs ou d'auxiliaires interdits.
Après, le bio, dans son ensemble, c'est pour être bio, faut qu'il y ait 95% des ingrédients qui soient d'origine biologique. Après, il est autorisé qu'il y ait 5% d'origine non bio, mais ça fait partie de cette liste restreinte qui a été décidée par la Commission. À propos des informations qu'on trouve sur les emballages, comment les reconnaître, comment les interpréter, les informations qu'il y a sur les logos, les codes aussi, vous en aviez parlé tout à l'heure. Alors, si vous souhaitez acheter un produit bio, faut donc il respecte ces 95% que je disais tout à l'heure. Donc il faut qu'il y ait le logo européen. En fait, c'est un logo dans un fond vert avec une sorte de feuille, en fait la forme d'une feuille un peu blanche. Et donc ça représente ce qu'on appelle le logo communautaire, le logo européen. C'est donc le logo officiel qui signifie que le produit est bio. Et ensuite, de façon facultative, il y a également ce logo qu'on appelle AB, qui accompagne le logo européen. Mais donc, si ce logo AB ne figure pas sur l'étiquetage, ça ne signifie pas que c'est un produit qui n'est pas bio, mais c'est plus facultatif, comme c'est mentionné. Et après, ce qu'il faut, c'est qu'en dessous du logo, on peut retrouver en fait quel est l'organisme de certification qui a certifié ce produit. Donc, par exemple, on a FR Bio 01, FR Bio 10, voilà ça. En fait, le 01, les numéros qui suivent FR Bio indiquent quel est l'organisme certificateur qui a certifié. Et au total, il y a 8 organismes de certification, dont Ecocer qui représente le plus grand pourcentage du marché. Et donc, on retrouve FR Bio 01, par exemple, pour désigner Ecocer. Et en dessous, on a agriculture UE, non UE. Donc, si on a que UE, c'est que l'ensemble des ingrédients viennent de l'Union européenne. Si on a agriculture non UE, donc hors Union européenne. Si on a les deux, c'est qu'il y a à la fois des ingrédients de l'Union européenne et non de l'Union européenne. Et des fois, si on voit écrit agriculture France, c'est qu'il y a au moins 98% des ingrédients qui sont d'origine française. Dans une exposition. Nous avons Pascal Nardi, qui est un entomologiste passionné également et qui viendra nous présenter ces animaux. Effectivement, il a des reptiles, il a des araignées, il va nous parler aussi de sa façon de voir un petit peu les choses maintenant. Alors, là, sur la Cicindale, en fait, on propose plusieurs ateliers d'animation, bien sûr, et touchant l'environnement, donc sur les insectes, ça peut être sur les araignées, les reptiles. Et en fait, moi, je suis l'animateur salarié de cette association et j'interviens beaucoup pour les écoles, centres loisirs, mais j'y travaille également pour des parcs, pour Micropolis dans l'Aveyron, avec le parc naturel régional de Camargue. Et en fait, je travaille beaucoup aussi sur des ateliers sur les auxiliaires de l'agriculture, notamment à la Cerfelle, à Saint-Gilles, qui est une station de recherche sur les arbres fruitiers. Là, on reçoit des collèges et j'anime des ateliers donc sur les auxiliaires, l'importance des insectes dans l'écosystème. Et sinon, beaucoup d'ateliers de biodiversité, ça c'est pour les centres loisirs. Donc je présente les animaux que j'ai amenés ici dans les centres loisirs pour certaines manifestations comme celle-ci. Et voilà, donc et je fais également des formations là j'ai fait 2 formations pour les pompiers de Mende, pour les familiariser avec ce qu'on appelle vulgairement des NAC, nouveaux animaux de compagnie, qui ne sont pas et qui ne sont jamais des animaux de compagnie. Et à propos de l'évolution que vous avez remarquée chez les insectes, vous l'avez abordé tout à l'heure un petit peu. C'est catastrophique, pour moi c'est inquiétant, c'est que en une trentaine d'années, il y a une nette diminution de la biodiversité, et que ça soit au niveau des insectes et des plantes, il y a beaucoup d'espèces que je ne retrouve plus. Notamment une plante qu'on voyait partout, c'est des ombellifères, les carottes sauvages. Ça, on en voit de moins en moins. Et les carottes sauvages, c'était la plante idéale pour l'entomologiste parce que ça attirait un tas d'insectes, de petits capricornes, d'insectes pollinisateurs et tout ça disparaît ou est très localisé en fait. Et on rencontre par contre de plus en plus d'espèces exotiques, notamment des punaises, la punaise du pin qui est une punaise américaine qui s'est bien acclimatée dans la région. Frelons asiatiques, ça manque pas. On trouve plein d'espèces exotiques et de moins en moins d'espèces locales. Et une façon simple de le constater, c'est si on avait 30 ans en arrière, quand on roulait en voiture, le pare-brise était sale d'insectes. Au printemps, il fallait nettoyer son pare-brise. Maintenant, on peut faire des kilomètres en voiture la nuit sans qu'il y ait aucun insecte qui se scratche sur votre pare-brise. Donc, je trouve que c'est alarmant parce que même s'ils sont petits, discrets et tout, en fait, ils sont vitaux pour nous,
puisque voilà, ils décomposent les végétaux, ils forment l'humus, il y a les pollinisateurs, et sans pollinisateurs, on n'aura plus de fruits, et s'il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de graines, et s'il n'y a plus de graines, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de plantes. Et donc, il serait, je pense, grand temps de se poser la question et de réagir très très vite. Nous avons également un stand qui est un stand organisé par une école de Saint-Christol qui va nous proposer à la fois des semences et puis des semis qui ont été plantés par les élèves et qui commencent à sortir. Donc ils vont nous offrir ça. Ça fait maintenant 2 ans que nous avons, avec les élèves, commencé un jardin pédagogique. Et j'ai été rejoint par l'équipe des incroyables comestibles pour cette action-là. Et notre but, notre envie, c'est de végétaliser toute la ville et surtout le jardin de l'école, évidemment. Donc nous réalisons des semis de variétés de tomates anciennes, de choux, de blettes, de fleurs également, cosmos, soucis, avec les élèves en classe. Et le week-end alternative aux pesticides est l'occasion de distribuer ces semis de tomates gratuitement au plus grand nombre, dans le but de voir refleurir tous les bacs et tous les jardins potagers de la ville et tous les ronds-points et autres terres disponibles, avec des variétés anciennes, non hybrides, non F1, reproductibles. Donc chaque année on récupère des graines pour l'année suivante. Avec les élèves, là cette année en septembre, on a collecté quelques tomates et résultat des courses, on a des centaines de pieds de tomates à distribuer à qui on veut bien, pour le but est évidemment pédagogique, de donner aux enfants la connaissance de la graine jusqu'à la plante, mais aussi de lutter un petit peu contre tous les moyens, et les pesticides et les graines F1 non reproductibles, et enfin voilà, de semer librement et gratuitement des graines un peu partout pour à terme peut-être une autonomie alimentaire des villes et de Saint-Christol. Du côté public que vous avez eu l'occasion de voir aujourd'hui ou les autres jours, comment réagissent-ils? Quelles sont leurs perceptions sur cette activité-là que vous présentez, en plus avec des pots gratuits, hein? Vous vous doutez, les gens, dès que c'est gratuit, ils sont ravis, mais il y a vraiment quelque chose d'une prise de conscience où c'est gratuit parce que une fois que les graines ont été achetées une fois, on peut les remultiplier, et c'est vrai que la nature est d'une abondance incroyable, donc certes ravis, heureux, mais avec en plus derrière la démarche de mon pied de tomate, je récupérerai également les graines et je les distribuerai aussi. Ensuite, nous avons Inès Trépan. Inès Trépan nous vient de Bruxelles, c'est une conseillère au Parlement européen et elle vient nous parler donc de biodiversité de pesticides en Europe et comment sortir de l'ornière. Donc c'est l'indispensable réforme des politiques européennes. Elle va nous parler des lobbies, elle va nous parler de différentes façons dont s'articulent les débats au niveau de l'Europe pour essayer de sortir un petit peu de cette impasse dans laquelle les lobbies nous maintiennent, avec toujours des dérogations à tous les pesticides et tous les engrais de synthèse qui nous empoisonnent un petit peu et qui tuent notre terre petit à petit. Il y a une pression politique tellement importante qu'au point de départ, le fameux glyphosate qui devait être renouvelé, au point de départ c'était parti pour 15 ans. Il y a une telle pression, le 15 ans ça réduit à 5 ans. On n'a pas interdit le glyphosate, mais quand même ça montre que ça a un peu bougé. Il y a aussi au niveau du Parlement européen une commission spéciale sur les pesticides, parce qu'il y a eu un grand scandale par rapport à ça. Alors parce que d'un côté on a eu effectivement l'Organisation mondiale de la santé qui dit le glyphosate c'est potentiellement cancérigène. Et puis alors il y a de l'autre côté l'autorité européenne pour la sécurité alimentaire qui dit ce ne l'est pas. Comment peut-on arriver à une situation aussi contrastée? Alors là, on voit vraiment bien un nœud du problème, c'est quel est le processus d'autorisation et d'évaluation. Est-ce que vous pouvez, nous rappeler les priorités de l'Europe en matière de biodiversité et donc par extension des pesticides? Mais disons que l'Union européenne elle a une stratégie effectivement pour protéger la biodiversité et surtout actuellement pour empêcher le rythme d'effondrement de la biodiversité comme on peut le déplorer dans énormément d'études scientifiques. Mais alors en 2 mots, en 2015, elle a fait un bilan à mi-parcours et globalement c'est un échec.
Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de montrer le rôle que joue l'agriculture. Et donc pour dire que l'agriculture est finalement une des raisons principales pourquoi la biodiversité se porte mal. Et en cela, elle rejoint véritablement le bilan qu'en font exactement les scientifiques dans toute une série d'études qu'ils ont publiées, pour ne pas dire la dernière qui était au mois de février, où il y avait 73 études scientifiques qui ont été compilé par des chercheurs australiens et qui disaient que 40% des insectes dans le monde sont menacés et d'ici un siècle, il risque de ne plus y avoir d'insectes. Donc c'est assez grave. Alors, et de nouveau, eux, lorsqu'ils devaient incriminer un secteur en particulier, c'était le secteur agricole qui était le premier responsable. Alors ici, nous avons une échéance très intéressante et très importante à ne pas manquer au niveau de la politique européenne. Nous sommes en plein processus de révision de la politique agricole commune. Alors la politique agricole commune, c'est donc un levier majeur de protection de la biodiversité, parce que ça ne sert à rien d'avoir une stratégie sur la biodiversité si on ne la relie pas avec les grands débats en cours. Alors la PAC, pourquoi j'insiste sur cette thématique, c'est parce que encore actuellement, ça représente plus ou moins 40% du budget européen, même si à l'avenir, c'est un budget qui va diminuer. C'est aussi une politique qui couvre finalement presque la moitié du territoire européen. C'est-à-dire que si on parvient à changer la logique intrinsèque de la politique agricole commune, mais c'est le levier le plus extraordinaire pour pouvoir finalement inverser la tendance qui est à l'effondrement de la biodiversité. Alors oui, parce que qu'est-ce qui se passe ici, c'est que nous sommes dans une politique agricole commune qui a quand même massivement soutenu un certain modèle d'agriculture qui est celui de l'agriculture industrielle, ce qu'on appelle conventionnelle, mais on peut vraiment parler d'industrialisation de l'agriculture avec un usage massif des pesticides. Et donc, à un moment donné, il est absolument important aussi de faire le lien protection de biodiversité avec le fait qu'il faut ne plus attendre maintenant pour avoir un changement drastique au niveau agricole qui permet de se libérer de la dépendance vis-à-vis des pesticides. Il y a eu la création d'un deuxième pilier à la PAC qui est celui du développement rural et qui corrigeait, dont la finalité était un petit peu de corriger les dérives productivistes du premier et aussi de prendre en compte la multifonctionnalité de l'agriculture. Donc il y a le paysan, je dirais qu'il faut reparler du paysan plutôt que de l'agriculteur, parce que le paysan, il faisait le pays. Ça montre véritablement son rôle au niveau de la cohésion territoriale, mais aussi au niveau de la manière dont il va façonner l'environnement. Et c'est cette dimension-là qu'il faut pouvoir revaloriser. Surtout qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est une demande aussi, c'est une recommandation scientifique qui est portée mondialement et qui est relayée notamment dans le cadre des Nations Unies, qui le disent qu'il faut absolument sortir de notre modèle de l'agriculture industrielle pour aller vers l'agroécologie. Et donc, quelque part, on doit pouvoir remettre en question le fait qu'on ait libéralisé à outrance ce marché agricole. Il faut pouvoir, à un moment donné, faire en sorte que les produits, les prix des produits agricoles reflètent véritablement leur coût vérité et d'arrêter un système qui est complètement en train de marcher sur sa tête, ou on marche sur notre tête, ou quelque part, on a soi-disant des prix agricoles compétitifs, mais avec une pollution qui est effarante, qui est exorbitante, que ce soit au niveau de la pollution de l'air, au niveau de la pollution des eaux, au niveau de la pollution des sols et la destruction de la biodiversité. Donc, elle n'est pas compétitive. Donc, c'est une façon de remettre les choses à l'endroit. Et voilà, donc la réforme actuelle doit pouvoir finalement faire en sorte qu'on ait des pratiques agro-environnementales qui soient rigoureuses et surtout qu'on récompense financièrement les comportements vertueux. Il est quand même c'est quand même une ineptie de se dire que chaque année 60 milliards d'euros sont dépensés pour la PAC et que la majorité de ces paiements vont notamment aux agriculteurs qui déversent près de 400 000 tonnes de pesticides. Donc on est un peu... voilà, il faut justement changer la logique. On récompense
les comportements vertueux et on pénalise finalement les comportements qui sont tout à fait inverses. Mais ça demande une véritable volonté politique et de changer fondamentalement et pas à la marge les orientations de la politique agricole commune. Moi, je reste profondément optimiste et je crois en la vie. Donc, effectivement, comment dire, la conférence qui a suivi la mienne, qui a fait cette étude de l'IDRE où ils sont partis de l'idée qu'en arrêtant complètement les pesticides, on pouvait à nouveau redonner une dynamique au niveau de l'agriculture et au niveau de l'alimentation, me paraît être une solution, certes, qui peut paraître brutale, mais je crois que nous en sommes à un état où les décisions et les actions doivent être fortes et je reste persuadée que c'est chacun de nous qui doit commencer à prendre ces décisions-là. Colibri, moi j'en suis profondément convaincue. Nous sommes tous des colibris, nous avons tous notre part à faire, notre décision à prendre et en fait c'est comme une goutte d'eau qui tombe sur un lac ou sur un océan, ça se propage. Et ça permet vraiment de pouvoir rééquilibrer. J'ai profondément confiance en la vie, en la terre, en l'être humain. Pour l'avenir, c'est clair, on peut plus du tout continuer sur les bases sur lesquelles on est lancé. C'est plus possible. On pense en fait maîtriser les choses. En fait, les maîtriser, c'est les simplifier. Et par définition, la vie est complexe. Donc, à simplifier les choses, on les fragilise. Et on a pensé très longtemps que c'était faisable en apportant des intrants, donc on met des engrais, quand il n'y en a pas assez, on ajoute du phosphore, de l'azote, un parasite, n'importe quoi qui arrive, on trouvera toujours la bonne molécule pour taper dessus. Et puis finalement, c'est un peu comme les antibiotiques, à taper toujours avec le même produit sur les mêmes choses. La sélection naturelle va sélectionner en fait une partie résistante, et la molécule qui était active n'y sera pas. Donc deux choses l'une, où on refabrique une nouvelle molécule, où on en met encore plus, sachant qu'on peut pas la laisser là où on la met, on multiplie tous les problèmes, donc il faut vraiment complètement repenser notre agriculture, et surtout pour pouvoir accompagner cette transformation de l'agriculture, que nous, consommateurs, en fait, on change notre demande vis-à-vis de l'agriculture, et donc là, pour le coup, on est tous concernés, c'est vraiment, on est tous citoyens devant la même chose, c'est en fait une agriculture qui devra satisfaire nos besoins, et non pas répondre à l'offre. On voit très bien que l'offre est excédentaire, il y a des rejets, c'est complètement, on jette, ce qui n'a pas de sens. Et finalement, pour produire ce qu'on attend à la quantité que l'on attend, pour soutenir l'offre, on produit des produits qui sont potentiellement dangereux. Donc pour moi, la seule solution, c'est de passer à l'agroécologie, qui donc se traduira obligatoirement par une perte de productivité. N'importe comment, il y aura une perte de productivité qui sera naturellement lié au changement climatique, donc ça c'est inévitable, on pourra plus produire les rendements sauf en ajoutant encore des intrants, mais voilà, l'azote et le phosphore ça a un coût, les pesticides ça a des coûts environnementaux, ça a des coûts de santé publique, donc voilà, il faut revenir à l'agriculture, et ce qui est tout à fait excitant, c'est qu'on s'aperçoit que finalement les stratégies historiques de l'agriculture intégraient toutes ces notions-là, donc c'était un savoir-faire qui était traduit de génération en génération, et la recherche, on en est là actuellement, découvre en fait les fondements scientifiques de ces stratégies. Donc il faut imaginer un peu les techniques agricoles du passé qui étaient basées un peu comme sur une sélection naturelle. C'est en fait nos anciens agriculteurs retenaient ce qui était le plus pertinent, sachant qu'eux, ils n'avaient pas les intrants qu'on a nous, et donc étaient beaucoup plus proches de la nature. Et la recherche en est là actuellement, on s'aperçoit finalement que il y avait un véritable intérêt à faire ce qu'ils faisaient, il va falloir adapter toutes nos stratégies, et on redécouvre les biens fondés des cultures multispécifiques, en quoi des haies peuvent être utiles, en quoi une zone humide peut être utile pour écrêter des crues, pour pouvoir arroser. Et je pense qu'il va falloir être beaucoup plus humble qu'on a été là pendant très longtemps. La nature existe depuis bien plus longtemps que nous, et comme toute espèce animale, si elle est encore présente actuellement, c'est qu'elle a trouvé les bonnes solutions. Voilà. Nous, on a pensé en fait être une espèce à part,
mais on est complètement dépendant de notre environnement, donc ça n'a pas de sens, quoi. Et donc là, l'avenir, c'est ça, hein, c'est changer de paradigme, et puis voilà, de demander à une agriculture de produire ce qu'on a besoin, et non pas de soutenir un marché qui, finalement, où on phagocyte les productions du tiers-monde, qui reviennent en France à coup de pétrole, de kérosène, via les avions. C'est une utopie, quoi. Là, on est lancé dans une utopie, tout le monde s'en rend compte, et puis voilà, du coup, tout citoyen est impliqué, parce que quelqu'un qui va au supermarché, d'une manière ou d'une autre, en fait, les choix qu'il fait va pouvoir orienter l'agriculture. L'agriculteur, par définition, lui, est là pour répondre à nos attentes. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils vont considérer que les pesticides sont indispensables à la sécurité alimentaire? C'est une idée fausse qui est continuellement véhiculée. Et alors, je pense véritablement qu'ils sont convaincus que sans pesticides, eh bien, on ne parviendra pas à nourrir le monde. Et c'est ça qu'il faut démonter, parce que c'est tout à fait faux. Et là, de nouveau, j'en profite de cette question pour ressortir les conclusions fracassantes d'un des derniers rapports des Nations Unies qui a été voté en 2017 sur la question des pesticides en lien avec les droits de l'homme. Et c'était quand même une conclusion fracassante qui disait non, les pesticides ne sont pas nécessaires pour nourrir le monde, et pire encore, il disait carrément les pesticides menacent le droit à l'alimentation et la sécurité alimentaire tellement ils sont dangereux. Ne n'oublions quand même pas qu'il y a chaque année 200 000 personnes qui meurent à cause des pesticides. Alors c'est essentiellement dans les pays en développement, mais ils sont graves. Alors le problème, c'est que on ne fait pas non plus d'évaluation sur l'effet cocktail des pesticides. Et donc il y a une évaluation qui reste lacunaire. Il y a la difficulté de faire une relation de cause à effet entre des maladies, une recrudescence des cancers et un pesticide en particulier, qui fait qu'à la fin, on noie le poisson. Et donc, c'est pour ça que quelque part, c'était très très positif qu'il y ait une initiative citoyenne européenne pour demander la suppression du glyphosate et qu'il y ait un plan des pesticides. Ça n'a peut-être pas abouti au résultat escompté avec une interdiction du glyphosate, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une prise de conscience qu'il fallait absolument faire bouger la législation sur l'évaluation des pesticides, leur toxicité et leur dangerosité. Et voilà. C'est certainement trop lent par rapport à la gravité de l'empoisonnement, mais au moins on peut se dire que cette mobilisation citoyenne a fait bouger les choses pour aller vers un mieux. Voilà, donc on essaie, avec nos moyens, on essaie de sensibiliser les gens, et la commune donc qui participe évidemment et qui nous prête un petit peu toutes ces salles, qui finance en même temps tous les intervenants, et l'association Agir 30 avec donc son bureau, ses bénévoles, pour animer cette journée de telle sorte que effectivement nous participions au cours de cette 14e semaine pour les alternatives aux pesticides à un débat, à comment faire pour effectivement ne plus avoir ces pesticides qui sont partout en fait, hein, et qui nous empoisonnent petit à petit, surtout nos enfants, et je crois que là il faut quand même faire un très gros effort de façon à essayer d'y arriver un jour. C'est un combat de tous les jours, il faut arriver à faire quelque chose, et nous apportons notre pierre à l'édifice. Voilà comment Saint-Christol-les-Alès et cette association Agir 30 œuvrent pour nous donner une autre vision de ce que sera notre environnement.